ça me fait quelque chose de la voir, hein. I heard there was a secret chord. Pas possible. Table played and people over. You don't really care for music, do ya? And it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall and a major lift. The baffled king composing hallelujah, 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 ليلتي من الليالي لست أدري ما تراني دون كنت تغني يا رب. الأرض ضاقت والسماء وقلبي ما رفض ضياء والدم Menel Ibtissem, elle a 22 ans, elle est d'origine syrienne, elle est étudiante aujourd'hui à Besançon et elle a chanté, vous voyez son visage parce que son visage est plus connu que son nom, elle était sur The Voice la semaine dernière, elle avait vraiment ému le public, elle avait chanté Alléluia, une version de Léonard Cohen. Et puis on a retrouvé des tweets qu'elle avait produits il y a 2 ou 3 ans, ces tweets, lisons-les si vous le voulez, pour voir que ces tweets effectivement étaient ce qu'on lit parfois sur les réseaux sociaux de plus jeunes. C'est bon, c'est devenu une routine. Ça, c'était après donc l'attentat de Nice, un attentat par semaine, et toujours pour rester fidèle, le terroriste prend avec lui ses papiers d'identité. C'est vrai que quand on prépare un sale coup, on n'oublie surtout pas de prendre ses papiers. Et puis il y en avait un autre qui était peut-être plus les vrais terroristes, c'est notre gouvernement. Bon, elle a 20 ans, c'est pas un drame non plus, c'est... Je veux dire, sur les réseaux... Non, je ne dis pas que c'est... Moi, j'excuse beaucoup de gens, beaucoup de choses quand les gens sont jeunes. Elle a 20 ans, elle a écrit n'importe quoi. Surtout que c'était il y a 2-3 ans, donc ça veut dire qu'elle avait moins de 20 ans. Elle a écrit n'importe quoi, ça arrive d'écrire n'importe quoi. Bon, et aujourd'hui, elle avait plutôt ému le public, elle chantait donc dans The Voice, et elle a préféré aujourd'hui, elle a fait une petite vidéo sur Facebook pour dire « je m'en vais » parce que la pression est forte, parce que ça aussi, ça révèle notre société. C'est-à-dire qu'un tweet que tu as fait il y a 3 ans, alors que tu étais simplement un peu jeune, inconscient, tout ce que vous voulez, bon bah t'es viré, et puis la société ne te le pardonne pas. Sur Facebook, je crois qu'on doit voir à l'écran son renoncement. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce qu'elle a raison, pas raison? Clément Viktorovitch. Pour moi, la question que ça pose plus généralement, c'est celle du statut de la parole sur les réseaux sociaux. Et je pense qu'en fait, derrière, il y a une question qui est vraiment intéressante. Est-ce que quand on s'exprime sur Twitter ou sur Facebook, est-ce que la parole est publique? Juridiquement, oui, elle l'est, et on peut être condamné pour des propos qu'on tient sur Facebook à partir du moment où c'est public, et a fortiori sur Twitter, où là, pour le coup, tout est public. Donc, bien sûr que juridiquement, c'est public. Après, pour moi, il faut quand même séparer la parole de gens comme nous, qui avons une certaine notoriété, qui sommes exposés et qui, quand nous nous exprimons sur Twitter, bien sûr que notre parole est publique et qu'elle est faite pour être lue. Et la parole de l'océan des personnes qui sont pas trop suivies et qui utilisent Twitter, surtout quand ils sont jeunes, un peu à tort et à travers, voilà, comme on laisserait un graffiti dans les toilettes, c'est pas très intelligent. Eh ben, vous voyez, c'est plein de bon sens que vous venez de dire, et vous avez raison. Je voudrais qu'on l'écoute juste, Menel, et après on va rebondir sur la discussion, mais effectivement, tout prend des proportions. Et en fait, pour moi, cette parole-là sur Twitter, elle ne devrait pas être considérée comme une contribution au débat public, et ça m'attriste qu'une musicienne qui, moi je ne l'ai pas écoutée, mais qui semble être une musicienne douée, soit obligée de renoncer à son talent parce qu'elle a publié des bêtises il y a 3 ans sur Twitter, et que c'était pas vraiment public. Eh ben, je suis plutôt d'accord avec vous. Écoutez là ce qu'elle a dit sur Facebook. En tant qu'artiste, chanteuse, j'ai participé à The Voice avec l'intention de rassembler, pas de diviser, d'ouvrir les esprits, pas de les assombrir. J'ai foi en mon pays, la France. Je vis très difficilement les tensions survenues ces derniers jours. Ces tensions masquent ma volonté de faire l'apologie de l'amour, de la paix et de la tolérance.
France. Je vis très difficilement les tensions survenues ces derniers jours. Ces tensions masquent ma volonté de faire l'apologie de l'amour, de la paix et de la tolérance. Je n'ai jamais songé à blesser qui que cela soit, et la seule perspective que mes propos soient source de peine me heurte. J'ai donc pris, aujourd'hui, la décision de quitter cette aventure. Bonjour à tous. En parcourant la toile internet, je suis tombé sur cette affaire Menel-Ebtissem. Comme je ne regarde pas ce genre d'émission de Voice à la télé, qui pour moi ne fait que suivre cette programmation qui consiste à empêcher tout le monde de réfléchir sur les vrais problèmes de la société. L'affaire Menel-Ebtissem est caractéristique de ce climat de chasse aux sorcières, qui a tendance à cibler toutes les personnes qui ne suivent pas cette pensée unique que nous imposent nos médias gâchis surtout. Menel-Ebtissem aurait suggéré dès le lendemain de l'attentat de Nice qu'il s'agissait d'une opération sous faux drapeau. Et peu de temps après l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray, elle avait écrit « Les vrais terroristes, c'est notre gouvernement ». Que trouvez-vous de choquant dans cette affirmation ? Vous prenez par exemple lorsqu'un dictateur africain ne veut plus se soumettre aux directives de l'ancienne puissance coloniale française, que se passera-t-il pour lui selon vous ? Le gouvernement français chargera ses services secrets pour qu'ils prennent contact avec l'opposition qui dans certains cas se compose de militaires. Ensuite, les agents français encourageront certains de ces dissidents au régime à fomenter une rébellion afin de renverser le régime de ce dictateur. Pour aider militairement parlant cette rébellion, le gouvernement français enverra les militaires qui sont positionnés sur certaines bases en Afrique, afin qu'ils protègent les ressortissants français. Alors qu'en réalité, les troupes françaises viennent prêter main forte aux rebelles, afin d'accélérer la chute du régime qui ne voulait plus se soumettre aux injonctions de la France. Officiellement, la France intervient dans certains pays africains pour protéger ses ressortissants, surtout en cas de révolte, mais officieusement, la France protège les intérêts de ces multinationales dans ces pays. Vous l'avez bien compris. Parce que la Côte d'Ivoire, le Mali et d'autres pays, c'est bien les intérêts des multinationales françaises qui sont protégés, et non la démocratie. Oui, on s'en doute un peu quand même. Beaucoup de gouvernements africains sont victimes des agissements secrets de la France dans leur pays. La France n'hésitant pas à armer les rebelles ou les oppositions dissidentes. Nous sommes là bien en présence d'un terrorisme d'État qui ne se dénonce pas, parce que tout se fait dans le plus grand secret. Par exemple, pendant la guerre civile algérienne qui opposa les islamistes aux militaires algériens de 1991 à 1999, la France avait soutenu aveuglément le régime militaire algérien sous le prétexte que des islamistes des GIA avaient déclenché une série d'attaques terroristes sur le sol de France. En riposte à ces attaques, le gouvernement français de l'époque, qui était de droite, bien entendu, s'était lancé dans une politique ultra-répressive contre la mouvance islamiste algérienne. Et pourtant, ce même gouvernement français avait été informé par ses services secrets que les auteurs de ces attentats n'étaient pas vraiment les islamistes, mais des agents envoyés par une des branches de la sécurité militaire algérienne, en France, afin d'y commettre des attentats qui permettront de discréditer tout en muselant l'opposition islamiste implantée en France. Le gouvernement français était bien informé de la situation, mais il préféra continuer sa politique ultra-répressive contre les islamistes algériens. Donc là, on peut vraiment dire que notre gouvernement se comporte comme le ferait une cellule terroriste. Oui, c'est bien de critiquer le terrorisme, mais bon, quand vous faites la même chose, vous agissez exactement de la même manière qu'eux. Donc je ne vois pas ce qu'elle a dit de mal, elle a fait que dire ce qui se passe réellement. Et encore là, je vous ai évoqué les dictateurs africains et ce qui s'est passé pendant la vague d'attentats, mais il y a encore beaucoup d'autres choses qui restent cachées, et dont le gouvernement il ne va pas vous divulguer ces informations, puisque bon, c'est classé dans les dossiers top secrets. Mais actuellement, par exemple en Afrique, vous avez les agissements de certains de nos services secrets qui agissent pour permettre aux multinationales de continuer à gagner de l'argent. Et d'ailleurs, à la fin, je vous mettrai une petite vidéo de Jacques Chirac qui parle de cette exploitation de l'Afrique par notre métropole. Je pense que le déchaînement médiatique dont est victime cette jeune chanteuse Menel-Ebtissem est dû au fait qu'elle serait apparue voilée dans l'émission The Voice
sur TF1. Ben, un motif suffisant pour déclencher une enquête minutieuse à son sujet, hein, de la part de la mouvance d'extrême droite, ben oui, qui n'a pas tardé à retrouver certains tweets compromettants qui avaient été postés par la chanteuse il y a de cela quelques années. Hein. Et comme c'était précisé dans l'extrait que vous avez entendu, elle devait avoir 16-17 ans à cette époque. Hein. Donc maintenant, même si vous avez 13, 14, 15 ans, faites attention lorsque vous envoyez des tweets. Hein. Surtout si dans le futur, vous commencez à devenir célèbre. Hein, certaines personnes vont s'amuser à retrouver vos tweets hein, pour essayer de vous discréditer. Hein. Dans le cas de Ménel et Petit Sem, là c'est l'extrême droite qui a fait ses recherches. Hein. Bah oui, la personne est apparue voilée, donc pour la mouvance d'extrême droite, c'est choquant. Hein. Bah oui. La jeune femme avait en effet suggéré dès le lendemain de l'attentat de Nice hein, qu'il s'agissait d'une opération sous faux drapeau. Et peu de temps après l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray, elle avait écrit que les vrais terroristes, c'est notre gouvernement. Ben là, quand on voit ce que notre gouvernement, c'est-à-dire comment notre gouvernement agit en Afrique, on n'est pas loin de la vérité. Hein. Julien Audoul, qui est le président du groupe Front National en Bourgogne-Franche-Comté, hein, avait lui envoyé carrément un courrier à la production de The Voice pour demander l'éviction de la chanteuse. Ah bah oui, c'est l'extrême droite qui donne ses ordres maintenant. Ménel et Petit Sem tient des thèses complotistes. Ça c'est monsieur Julien Audoul qui parle, hein, le président du Front National en Bourgogne-Franche-Comté. Hein. Il disait, Ménel et Petit Sem tient des thèses complotistes en faveur des terroristes islamistes. Elle a entre autres remis en cause la véracité de l'attaque terroriste de Nice hein, et accusé le gouvernement d'être les vrais terroristes, quelques jours après l'égorgement du père Hamel dans son église. Il serait totalement irresponsable de laisser cette femme bénéficier de la large audience de votre émission pour influencer une partie de notre jeunesse souvent en perte de repères. Comme ce monsieur Julien Audoul parle de ce pauvre prêtre qui avait été assassiné, je me pose cette question. Est-ce que ce monsieur Julien Audoul va assister à la messe du dimanche matin? Parce que je vois qu'il a tendance à défendre tout ce qui est chrétien, mais est-ce que ce monsieur va faire sa messe du dimanche matin? Non, parce que ce sont des mouvances, c'est une mouvance d'extrême droite qui se contrefoutent complètement du religieux. Lorsque ces gens prendront le pouvoir, vous verrez que le religieux, ils s'en foutront complètement, parce que eux, ils vont fonctionner selon la République laïque qui a été instituée depuis la Révolution française de 1789. Hein. Donc, eux, quand ils font appel au christianisme, c'est vraiment par intérêt nationaliste. Hein. Ils se contrefoutent complètement de... Même si demain le Christ venait à apparaître sous l'apparence d'un juif, ils le rejetteraient immédiatement, hein, cette mouvance d'extrême droite. Hein. Donc, faut pas trop se fier aux apparences. Hein. C'est un peu comme Daesh. Hein. Vous savez, c'est un nationalisme laïque qui est composé essentiellement d'anciens militaires de l'ancienne garde de Saddam Hussein, hein, qui plus était laïque. Hein. Nos mouvements d'extrême droite, c'est exactement la même chose. Hein. Ils exploitent la religion à des fins strictement nationalistes. Hein. Eux, ils n'ont qu'une foi, ça croit en rien. Hein. Bah oui. Vu les programmes qu'ils ont en tête, ça ne peut pas être ils ne peuvent pas côtoyer le religieux. Parce que c'est tout comme Daesh. Hein. On critique Daesh, mais le mouvement d'extrême droite, c'est exactement la même chose. Hein. Bah oui. Pour l'extrême droite, notre gouvernement serait le plus sage du monde. Hein. Ces religieux de la laïcité seraient les plus honnêtes du monde. Hein. Décidément, je ne m'y ferai jamais à ce sens de l'humour du diable. Hein. D'ailleurs, je pense que lui-même ne supporte pas mon sens de l'humour. Mais bon, ça c'est un autre problème. Bon, maintenant je vous diffuse la fameuse petite vidéo de Jacques Chirac. Hein. Et c'est pour ça quand on dit que notre gouvernement, c'est notre gouvernement... les vrais terroristes, c'est notre gouvernement. Écoutez ce que Jacques Chirac dit. Seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir.
que l'Afrique comprenne aussi, cette Afrique du Sahel par exemple, qui est l'Afrique la plus pauvre, ok. Faut qu'elle comprenne aussi. En même temps que tu dis ça, tu sais que le peuple même est barré par sa politique. Ça veut dire que chaque continent a sa corruption.